Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant presque une heure pour parler de la cause des femmes. Nous avons tous en tête ces chiffres dramatiques autour des violences conjugales. Rien qu'en ce début d'année 2023, plus d'une trentaine de femmes sont mortes sous le coup de leur conjoint ou ex-conjoint. Mais dans cette émission, nous avons fait le choix de nous intéresser plus particulièrement aux inégalités de genre qui perdurent, à ce sexisme ordinaire auquel les femmes sont toutes confrontées. Au travers de témoignages, 5 citoyens et citoyennes connectés à travers le pays vont nous raconter leur quotidien, la réalité des discriminations dont elles sont victimes. Dans le monde du travail, tout d'abord, les femmes sont payées 22% de moins que les hommes. Inégalité également dans l'espace public, ce qui conduit une écrasante majorité de femmes à renoncer à sortir seules le soir. Inégalité enfin dans les cours de récréation où certains schémas s'instaurent dès le plus jeune âge. Et pour les écouter et leur répondre en plateau, 3 sénateurs et sénatrices. Comment lutter contre ce sexisme ordinaire? Les hommes se sentent-ils suffisamment concernés dans le combat féministe? Et quel rôle pour le législateur? Nous donnons la parole aux Français et à vous qui nous regardez. #Dialogue Citoyen sur Twitter. Mais d'abord, je vous propose et je vous présente nos élus de la Haute Assemblée qui ont accepté l'échange avec vous, avec nous tous. Laure Darcos, sénatrice Les Républicains de l'Essonne et vice-présidente ici de la délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Vous êtes également membre de cette délégation, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Bienvenue à vous. Et Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, également un membre de cette même délégation. Et voici tout de suite notre première citoyenne qui a été victime de discrimination salariale et s'est battue pendant près de 5 ans pour faire reconnaître cette injustice. Elisabeth Bernat, vous habitez Marseille, vous avez 56 ans, vous êtes depuis peu à la recherche d'un emploi, on va vite comprendre pourquoi. Vous avez été embauchée en 2001 dans une grande entreprise de communication et marketing, jusqu'à ce que vous annonciez l'heureuse nouvelle de l'arrivée prochaine de votre enfant en 2006. Tout se passait à merveille, c'est ça ? C'est exactement ça. Bonjour mesdames et messieurs les sénateurs et merci à la chaîne de permettre ce débat. J'ai en effet travaillé durant 19 ans dans un très grand groupe de communication très réputé, majoritairement féminin. Et en 2006, donc il y a 16 ans, à la suite de l'annonce de ma future maternité, la promotion que je devais avoir quelques mois après a été purement annulée. Après cette annulation, j'ai donc vécu ma maternité, pris un congé parental et à mon retour en 2009, je n'ai eu de cesse pendant 10 ans jusqu'en 2019, chaque année, à essayer par mon travail, à essayer par le dialogue, d'arriver à débloquer cette situation et de retrouver l'emploi qui m'avait été promis et annulé. Durant 10 ans, je n'ai eu que des réponses négatives, des refus systématiques à toute forme de promotion. Et j'ai dû, 10 ans après, on va dire un peu confortée par la politique de l'entreprise, qui est un point très important pour moi, est une entreprise qui se positionne en faveur de l'égalité homme-femme, contre les discriminations, qui engage son personnel à parler et à sortir de l'isolement. Je me suis tournée vers les élus de l'entreprise. Elisabeth, juste une précision. Durant toutes ces années, quand vous êtes revenue de votre congé parental, est-ce qu'on vous a expressément formulé des reproches parce que vous étiez devenue mère? Non. Alors, pas par rapport à ma grossesse, mais j'ai été confrontée systématiquement, moi ce que je disais que c'était des explications qui n'étaient pas justifiées. On me disait tu n'es pas assez compétente pour avoir le poste. Très bien, mais quand je demandais un accompagnement, je ne l'avais pas. On me disait tu es trop payée pour être augmentée. Donc c'était pas des arguments entendables, et moi ce que j'entendais derrière, c'est qu'il y avait un blocage. Et il faut le préciser, chaque année, vos évaluations, vos bilans étaient très très bons. Ah oui, alors chaque année, oui tout à fait, chaque année mes évaluations étaient très bonnes, puisque sachant que l'année d'après j'allais revenir à la charge, j'essayais d'avoir tous les atouts de mon côté. Donc mon objectif premier c'était la performance professionnelle, pour avoir un entretien qui était sur le plan de la performance où il n'y avait rien à redire, mais même j'essayais d'anticiper et d'aller même atteindre d'autres objectifs qui ne m'étaient pas demandés.
Et quand est-ce que vous avez pris conscience, quand est-ce que vous avez compris que vous étiez discriminée parce que femme, parce que mère? Alors j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir parce que j'étais dans on va dire, j'étais dans une phase où j'avais l'impression que, comment expliquer, on m'avait laissé percevoir que cette anormalité était normale. Enfin, j'étais dans un état où j'avais l'impression que ce que je vivais était finalement quelque chose de normal. J'avais été absente pendant 2 ans, j'étais revenue, il fallait que je me réadapte. Donc, chaque année, je prouvais que je m'étais réadaptée, mais ça ne suffisait pas. Et je m'en suis aperçue, on va dire vraiment bien au bout de 6-7 ans, lorsque, après une formation de management que j'avais passée, au retour de la formation, mes objectifs de management ont été annulés. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait passer cette formation et je n'ai pas eu encore une fois de plus la promotion qui m'avait été annoncée. Des années difficiles, douloureuses, qui ont eu un effet sur votre santé physique et morale, psychique? Alors, il y a eu de nombreuses choses qui ont impacté ma santé. Alors déjà, toutes ces années, il faut bien comprendre que quand on se bat pendant des années, c'est usant, c'est fatigant. Les fins de non-recevoir, c'est quelque chose qui psychologiquement vous atteint parce que vous vous remettez en cause. Mais il y a un moment où vous n'arrivez plus à trouver d'explication logique. Et l'année 2016 a été particulièrement difficile puisque, en effet, le manager pour lequel je travaillais depuis 7 ans est décédé brutalement. Et c'était quelqu'un qui avait fait un burn-out 2 ans avant. Et ça n'a pas été non plus considéré à la hauteur de ce que ça aurait dû être par l'entreprise. On ne vous a pas accompagné là non plus dans cette épreuve. Je vais faire un premier tour de table avec les sénateurs. Oui. Et on vient vous voir, Elisabeth, Loïc et Hervé. Discriminée parce qu'enceinte, parce que mère, on en est encore là. Bien sûr. Ce qui m'interpelle dans votre cas, Elisabeth, c'est vraiment le fait que, d'une part, vous avez été victime de cette situation, mais qui dure dans le temps, et que, quelque part, il vous a fallu du temps pour que vous vous rendiez compte, et j'imagine que c'est aussi le même problème du côté de l'employeur, que tout ça, ce sont des infractions pénales. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est pourtant illégal, la loi existe et condamne. Quand un employeur agit ainsi sur la durée, mais également quand on va dans des entretiens d'embauche dire à une personne « Est-ce que vous êtes prête à faire une pause dans vos grossesses ? Est-ce que vous êtes enceinte ? Est-ce que vous êtes... » Ou alors quand on va dire à une personne « Vous n'aurez pas d'aménagement de votre temps de travail si vous avez un enfant de plus. » etc. Tout ça, ce sont des infractions pénales. Ce sont des délits. Donc, en fait, il faudrait... une des solutions, évidemment, au-delà de l'écriture de la loi, nous sommes tous les trois ici pour entendre ce que vous dites et aussi apporter des solutions, mais en droit positif, en droit actuel, il y a sans doute des situations qui ne sont pas montées au bon échelon, c'est-à-dire au niveau de la justice. Laurence Rossignol, comment on accompagne mieux ces femmes dans leur J'ai une démarche? question. Ça s'est fini comment, cette affaire? Avant, voilà. Alors, ça s'est terminé qu'en janvier 2020, j'ai assigné mon employeur au prud'homme. Et donc, après 3 ans de procédure, en février 2023, donc c'est tout récent, j'ai obtenu la résiliation de mon contrat auteur unique de l'employeur pour discrimination. Donc, le licenciement a été prononcé nul. Et je l'ai fait condamner pour les manquements à son obligation de santé et de sécurité, puisque mes arrêts de travail ont été mis en lien avec mes conditions de travail. Et donc, on démontrait que le burn-out et les séquelles psychologiques et physiques que j'ai toujours actuellement provenaient de mes conditions de travail. Oui, parce que dans votre cas, il y a un cumul quand même de la part de l'entreprise. Il y a pour vous de la discrimination postérieurement à un congé parental. Pour vos collègues, burn-out, donc souffrance au travail incontestablement. Non prise en compte de la souffrance au travail et de ce qu'est un burn-out d'un collègue pour le reste de la collectivité de travail également. Donc c'est un peu des cumulards cette entreprise. Pardonnez-moi de le dire de manière aussi crue, mais il coche toutes les mauvaises cases d'un certain point de vue. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que oui, vous avez fini par obtenir justice. 10 ans de Mais à quel prix? 10 ans de souffrance et 3 ans de procédure. 3 ans de procédure. Alors nous, de notre point de vue à nous, de législateurs, on est très embêtés parce qu'on vote des lois.
qui sont effectivement, qui finissent par rendre justice, pas toujours d'ailleurs, pas toujours, mais dans votre cas c'est bien, heureusement, mais on se heurte à comment je pourrais appeler ça, une insensibilité. Voilà, il y a un immobilisme, voilà, il y a une force de l'immobilisme, de la résistance par la passivité dans un certain nombre d'entreprises qui fait que pour faire obtenir... C'est une histoire qui a commencé il y a 16 ans, hein. Ah non, mais l'histoire de l'égalité professionnelle dans les hommes et les femmes, elle commence il y a 40 ans. Non, mais là, on parle voilà. du cas d'Elisabeth. C'est très long. C'est 16 ans dans une histoire qui a 40 ans, où il est écrit dans le code que les hommes et les femmes sont égaux sur le plan professionnel, égalité salariale et égalité de promotion. Alors, ce qui a été fait depuis, c'est l'index dit index Pénicaud, qui permet de mesurer les entreprises et puis de noter et de sanctionner éventuellement. Mais tout ceci ne change pas la vie des femmes. C'est ça le problème. L'index de rémunération. Index de rémunération, index des promotions. Il y a, on en connaît à la fois les avantages et aussi les lacunes de cet index, mais surtout, c'est juste un indicateur. C'est un indicateur et c'est pas toujours... C'est pas un outil pour les femmes. Et ça ne fait pas toujours que les bonnes pratiques perdurent ou en tout cas sont appliquées dans les entreprises. Elisabeth, je voudrais savoir, est-ce que vous avez réussi à chiffrer la perte de salaire avec cette progression de carrière qui s'est stoppée net en termes de salaire, mais également avec une répercussion sur votre retraite, je crois? Donc on va dire à peu près 30 000 euros entre 2007 et 2019 où il y a eu une première rectification, et sur la retraite, entre la retraite de base et la retraite complémentaire, plutôt dans les 300 euros par mois, sans compter le nombre de trimestres en plus où je vais devoir travailler. C'est beaucoup, Laure Darcos, parce que les inégalités de salaire, ça a des répercussions sur beaucoup de pans de la vie des femmes. Mais c'est énorme, et c'est vrai que pendant tout le débat qu'on a pu avoir sur les retraites, on parlait bien évidemment d'essayer comment dire, de rétablir un peu le curseur de les inégalités de pension entre les hommes et les femmes. Mais bien évidemment, c'est avant tout les inégalités salariales durant toute la durée de sa vie professionnelle. Et c'est un exemple absolument flagrant, en plus, bien évidemment, de l'injustice que vous avez eue. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, Elisabeth, c'est... Vous dites que c'est une société qui était forte majorité de femmes. Vous n'avez pas eu de solidarité féminine, de gens qui vous ont aidé à essayer de contrecarrer ça? Parce que, enfin, on n'arrête pas de parler en ce moment, de faire remonter en représentativité dans les COMEX, dans les postes à responsabilité, les femmes dans les entreprises. Mais s'il n'y a pas, j'allais dire, un peu d'entraide aussi, c'est quand même un peu compliqué. Très rapidement, Elisabeth, est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a eu de l'entraide avec d'autres salariés, notamment femmes, au sein de l'entreprise? Et responsable. Et responsable. L'attirer. En quelques mots. Non, alors pas du tout. La faute du manager a été couverte par l'ensemble de la chaîne managériale et par la RH. La seule personne qui m'a accompagnée, qui a cru et qui a porté mon histoire, c'est la déléguée syndicale. Merci Elisabeth. Merci d'avoir eu le courage de témoigner sur notre plateau. Je vous remercie. Au syndicat. Et merci au syndicat. Avant d'accueillir nos prochains citoyens, je vous propose de regarder ces vidéos qui ont été envoyées par une jeune étudiante, Jeanne. Bonjour, je m'appelle Jeanne de Ribrol, j'ai 21 ans et suis étudiante en ingénieur. Donc la semaine, je suis à Rouen et le week-end, je rentre à Paris. Donc j'ai une vie d'étudiante plutôt banale, je vais prendre des verres avec des amis, le week-end, je sors en boîte de nuit. Alors là, je vais prendre un verre avec des amis, il est un peu tard, il est 22h30. Et du coup, je préfère pas prendre le métro. Je me dis que je vais sûrement y aller soit en Vélib, soit en bus. C'est sûr que j'ai du mal à me sentir en sécurité, notamment lorsqu'il s'agit de rentrer de soirée plutôt tard, seule, en transport en commun. Donc voilà, j'ai développé des réflexes conscients et inconscients comme la majorité des femmes autour de moi. Et c'est vrai que je préfère opter généralement pour des tenues qui couvrent un peu plus, donc que ce soit le décolleté ou alors des jupes un peu plus longues. Ça évite que je me prenne des réflexions pas très agréables. Et c'est sûr que j'aimerais que ça change. J'aimerais qu'on puisse rentrer à l'heure à laquelle on souhaite, sans pouvoir se soucier de si l'on va rentrer saine et sauve. Merci pour ces vidéos, Jeanne. On va s'intéresser maintenant à l'espace public comme terrain potentiellement dangereux et dont il faut se méfier. C'est une réalité en France pour 9 femmes sur 10. C'est une réalité pour vous, Jeanne. Vous êtes étudiante, vous partagez vos semaines entre Paris et Rouen et vous avez développé dans votre quotidien de multiples stratégies d'évitement. Est-ce que vous pouvez nous en citer encore une ou deux? On l'a vu, là, vous ne rentrez pas seul le soir. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies d'évitement pour éviter d'être confronté au sexisme?
Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'ai mis en place des réflexes pour me sentir davantage en sécurité. Déjà, à toute heure de la journée, quand je prends les transports en commun, j'aime bien me mettre à l'avant. Donc, comme ça, je suis proche du conducteur si jamais il y a un problème. J'aime bien faire attention à ce qu'il y ait des femmes généralement autour de moi. Parce que lorsque j'ai eu des problèmes, notamment dans le métro, ça a toujours été en fait les femmes qui ont réagi et pas les hommes. Donc c'est vrai que je jette toujours un petit coup d'œil et voilà, je reste très réactive. Et est-ce que vous avez déjà été la cible de propos, de comportements sexistes dans les métros, dans la rue Alors oui, c'est des attitudes que malheureusement tous les jours je suis face à des comportements qui sont sexistes, des phrases déplacées, des interpellations, etc. Ça m'est déjà arrivé d'être suivie. Un homme un jour a aussi essayé de prendre en photo sous ma jupe, donc voilà, dans le métro. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont malaisantes, des comportements qui sont vraiment irrespectueux et dangereux. Donc voilà, et c'est notamment surtout dans les transports en commun. Parce que Jeanne, vous avez conscience d'être finalement dans l'espace public une proie en tant que femme, c'est ça? Oui, c'est sûr. Vous avez d'ailleurs une question à poser à nos sénateurs et sénatrices qui sont ici en plateau et qui vous écoutent. Alors ma question c'est quand est-ce que je pourrais prendre le métro seule et en sécurité passer 22 heures? C'est vraiment juste une manière pour moi de dire quand est-ce que vraiment on fera quelque chose pour que toutes les femmes puissent se sentir en sécurité, mais même à n'importe quelle heure de la journée quand elles prennent les transports en commun. Laure Darcos, quand est-ce que Jeanne pourra prendre le métro passé 22 heures? Alors, bon, on est législateur, donc bien évidemment, on peut encore durcir la loi par rapport à ces personnes qui, bien évidemment, voilà, sont des agresseurs et c'est passible, bien évidemment, de la loi. Moi, je vais vous répondre, Jeanne, que j'espère que ça sera bientôt le cas un peu partout, mais quand Valérie Pécresse a pris la présidence de la région, tout le monde s'est moqué d'elle parce qu'elle parlait des frotteurs, notamment dans le métro. Et on a toutes subi ces types qui sont derrière vous et qui, en effet, se frottent contre vous. C'est absolument terrible et absolument insupportable. Et donc, elle a demandé à ce qu'il y ait des vidéos, des caméras absolument partout, dans tous les bus et les métros RER de la région parisienne. Et surtout, quelque chose que je trouve vraiment une très bonne idée, j'espère que ça va avoir lieu partout, demander à des heures un peu plus nocturnes que les bus puissent s'arrêter à côté de votre domicile et non pas forcément dans les stations de bus à proprement parler. Que vous puissiez demander aux chauffeurs de vous arrêter au plus près de chez vous. Parce que là, on parle d'un phénomène massif. On parle des étudiantes, mais je pense aussi beaucoup aux personnes qui font des ménages, notamment. Il y a beaucoup de femmes qui font soit très tôt le matin ou très tard le soir, bien sûr, mais c'est un phénomène massif. 9 femmes sur 10 en France ont développé des stratégies d'évitement dans l'espace public pour éviter d'être confrontées à des situations à minima inconfortable. Donc en Ile-de-France, voilà, c'est loin d'être marginal. Hein. Ah non, mais c'est dangereux d'être une femme. Il faut quand même qu'on ait posé ça en postulat. Et vous parlez d'espace public, mais l'espace privé est aussi dangereux. L'espace professionnel est dangereux également. Être une femme est une mise en danger constante. Alors, dans tout cela, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est les hommes qui considèrent que toute femme qui est dans l'espace public est forcément disponible. C'est l'idée que nous serions coupables du fait d'être là et donc on chercherait quelque chose, une relation, un moment. Donc la première chose qui est une assignation à retourner chez nous, à nous enfermer en fait, puisque ce qu'on nous explique c'est voilà, si vous voulez pas être en danger, vous restez chez vous, vous sortez pas le soir. C'est coûteux d'être une femme aussi, j'ajoute ça. Parce que c'est pas simplement dangereux, c'est coûteux. Parce que font ces jeunes femmes pour rentrer chez elles quand elles se sont fait 2 fois suivre dans le métro, agresser, pour ça qu'ils sont à Paris, mais enfin en province, il y a d'autres sujets également. Elles prennent des taxis. Justement, Jeanne, c'est votre cas. Comment quel est votre budget et comment vous faites? On va peut-être demander à Jeanne. Mais ça coûte cher d'être une femme, en plus d'être... Jeanne, c'est un budget pour vous de sortir le soir, ou simplement d'aller retrouver des amis ou d'aller à une soirée? Alors oui, c'est sûr. Moi, vraiment, à partir de 22h, je m'interdis de prendre les transports en commun. J'ai déjà eu trop de problèmes, etc. En plus, la nuit, il y a généralement moins de monde. Donc, je privilégie soit le vélo ou alors soit les taxis, selon la météo, évidemment. Donc voilà, je privilégie et
toujours des moyens sécurisants. Et donc, je garde toujours de Jeanne, côté. excusez-moi, vous organisez d'ailleurs, pour le coup, il y a une solidarité entre vos amis ou d'autres étudiantes pour vous organiser pour rentrer à plusieurs. Voilà, c'est ça. En fait, on garde toujours un peu de sous de côté pour la soirée pour rentrer en taxi. Et donc, grâce aux applications qu'on a maintenant, on peut partager le coût entre ceux qui sont présents dans le taxi. Donc, c'est vrai que ça nous fait rentrer pour moins cher. Et en plus, Et j'espère que les garçons qui sortent avec vous prennent soin que vous ne soyez pas les dernières à prendre le taxi. Alors, ça arrive qu'ils en prennent soin, ça arrive qu'il y ait des oublis. Les garçons comme ça, en tout cas, je peux vous dire. Loïc Hervé, 5 ans après MeToo, on pensait que la situation s'était quand même un peu améliorée. Non, mais bon, je pense que tous les trois, on est des sénatrices et sénateurs qui prenons les transports en commun. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet dans l'agglomération parisienne et dans les grandes villes de France sur les transports à partir d'une certaine heure, même si ces phénomènes arrivent toute la journée, hein, mais ils sont encore plus dangereux et encore plus fréquents à ces heures-là. Donc il y a une question de présence humaine dans ces réseaux de transport. Il y a une question de réponse pénale. Alors je ne sais pas s'il faut aggraver. Lord Darcos évoquait cette possibilité-là, mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la présence humaine, la constatation des délits, et bien se dire une chose, c'est que ces comportements ne sont pas le fait uniquement d'une catégorie de personnes d'un certain âge ou d'une certaine catégorie sociale. Ce sont des comportements qui sont connus chez des hommes de toutes les générations, et y compris chez des hommes dits éduqués. Donc il y a aussi un sujet de prise en compte, et moi j'entends bien ce que Jeanne ce que vous nous dites, hein. Il y a un sujet aussi d'éducation il y a un sujet de société et d'éducation sur notre rapport à nous, puisque je suis l'homme autour de la table, sur le rapport à l'altérité, sur le rapport aux femmes, et une question d'éducation. Et on aura l'occasion d'en reparler à la fin de cette émission. Mais vous n'êtes pas le seul homme, Loïc Hervé, sur ce plateau. Je vous propose d'accueillir Arnaud Deher. Bonjour. Vous habitez Vernon en Normandie. Vous avez 43 ans. Vous êtes marié et papa d'un garçon et de 2 petites filles. Vous venez d'entendre Jeanne. Vous avez conscience de cette insécurité permanente dans l'espace public pour les femmes en France, Arnaud? Première question. Bonjour d'abord. C'est vrai que je vois une insécurité plus générale qu'une insécurité aussi liée uniquement à l'homme. Et je pense et je me sens de plus en plus comme on parlait de l'homme dangereux, la femme victime. C'est vrai qu'on se sent très attaqué en tant qu'homme actuellement. Vous dites même, Arnaud, excusez-moi, hein, qu'en étant un homme ayant la quarantaine, vous faites un coupable idéal. C'est pas un peu exagéré? Non, mais c'est pas loin d'être la réalité, tristement. Alors c'est le fait de nombreux faits qui ont été relevés, d'agressions qui sont réelles. Mais il y a un problème, je pense, et Madame la sénatrice en parlait, dans un problème de sécurité générale, de besoin de plus d'encadrement peut-être dans les transports pour que les gens soient plus à l'aise, plus sereins. Est-ce qu'on peut dire que vous vous retrouvez dans ce mouvement Not All Men, pas tous les hommes, qui refusent la généralisation d'une accusation à l'encontre des hommes? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Complètement, parce que je ne me sens pas être un agresseur en étant un homme. Et en entreprise aujourd'hui, vous avez des hommes qui n'osent pas rentrer dans un ascenseur s'il y a une femme seule, qui maintenant rentrent dans un phénomène de société où ils craignent effectivement d'être accusés de quoi que ce soit. Donc, on est dans un phénomène d'excès complet. Loïc Hervé, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez le point de vue d'Arnaud? Je voyais acquiescer pendant le témoignage d'Arnaud. Non, je comprends Arnaud, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, bah alors expliquez-nous. Je comprends son raisonnement, je comprends ce qui vous conduit, Arnaud, à dire cela. Et quand Annick Billon, pour rien révéler de secret d'alcôve, mais quand Annick Billon, en 2017... Qui est sénatrice ici et présidente de la délégation droits des femmes, parce que tout le monde ne sait pas encore qui est Annick Billon. Les 7 collègues hommes sur 36, parce que nous sommes 8 sur 36 membres de la délégation droits des femmes, 8 hommes à en être membres, moi, honnêtement, je ne me sentais pas concerné. C'est-à-dire que fils de parents égalitaires, plutôt de sensibilité de gauche, moi-même dans mon ménage... eh ben oui, mais comme quoi... Et donc avec ma femme, plutôt une relation égalitaire, mes beaux-parents également. J'ai pas vu de violence à la maison, j'étais plutôt dans
non Progressiste, pas on peut dans dire. l'homme déconstruit d'une certaine encore. Sandrine Rousseau, mais en tout cas quelqu'un qui était voilà. Et Annick m'a dit, mais Annick Billon, donc la présidente de la délégation actuellement, me dit, mais on a besoin d'hommes comme toi, Loïc, parce que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes passe aussi par les hommes et et notamment par les législateurs et par la prise de conscience. Donc il y a des sujets sur lesquels notre Holmen, évidemment, il ne s'agit pas d'aller Accuser faire tous les porter hommes. la responsabilité sur le genre masculin, au sens où il serait par nature comme une espèce de péché originel constitutif de cela. Mais en même temps, qu'on soit capable, nous, en tant qu'hommes et en tant qu'hommes législateurs, avec nos collègues féminines, capables de porter les évolutions de société, les prises de conscience, et y compris la modification du droit qui soit susceptible de faire changer les choses. Pour autant, vous dites arrêtez de voir tous les hommes comme des prédateurs. Je ne suis pas une menace, c'est ça, Arnaud, hein? D'abord, j'en sais rien. Enfin, excusez-moi, mais comment vous dire j'entends ce que dit monsieur, mais on a quand même des réalités dont il faut prendre conscience. Les victimes d'agressions sexuelles sont des femmes ou des enfants. Majoritairement des filles, mais aussi beaucoup de petits garçons. Et Arnaud est père de 2 filles. Hein. Les auteurs d'agressions sexuelles sont des hommes. Voilà. Alors, je veux bien entendre la longue complainte des hommes qui trouvent que ils voudraient pas être assimilés aux autres hommes. Mais nous, voyez-vous, on règle les problèmes un par un. Nous, notre problème aujourd'hui, à nous les femmes, c'est que la société dans laquelle on vit prenne conscience de ce que c'est que les agressions sexuelles, où elles commencent, parce que peut-être vous qualifiez, pas vous monsieur, hein, mais on qualifie d'agression sexuelle des choses très violentes, par exemple le viol. Jusqu'à présent, quand vous discutez de viol, si la fille n'est pas attachée au radiateur et séquestrée, on discute toujours de son consentement. Donc on n'a pas le même point de vue. On va aussi... Je vais finir. Mais il faut que les hommes, ces hommes qui sont perturbés, et je comprends que c'est perturbant, doivent se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider les femmes aujourd'hui à faire entendre leurs paroles, rendre visibles les agressions sexuelles, rendre visible le sexisme. Comment je fais pour les aider? Comment je fais de moi un homme qui est aux côtés du combat des femmes? On va laisser Arnaud vous répondre. Arnaud, est-ce que vous êtes perturbé par ces nouvelles relations hommes-femmes? Bien sûr, je pense que tout est dit un petit peu en réponse à ce que je viens d'entendre. Je dirais le problème, c'est qu'on met l'homme avant l'agresseur. Et je pense que celui qu'il faut avant tout punir, c'est pas l'homme qu'on cherche à punir, c'est l'agresseur qu'il faut punir. Et l'agresseur, malheureusement, ça va être, je vous l'accorde, à 99,9%, ça va être un homme. Vous avez sûrement raison. Mais dans ce cadre-là, je pense que la recherche est vraiment de punir l'agresseur et non de punir les hommes en général. Et c'est là, et je rejoins votre idée de dire que il faut effectivement, c'est un combat commun, notamment parce que j'ai des enfants, dont 2 filles, et que effectivement, on souhaite tous les protéger, et, avoir un regard bienveillant vis-à-vis des enfants, et éviter qu'ils se retrouvent dans des situations délicates. Mais mettre l'homme uniquement en tant qu'individu social, en tant qu'être dangereux, c'est aussi un extrême. Et c'est là-dessus que je suis un peu gêné. Laure Dacos, vous voulez peut-être répondre également à Arnaud. Est-ce qu'il faut avoir peur en tant que femme des hommes? Non, mais alors moi, c'est peut-être moi des trois qui bois le plus le petit lait de ce que vient de dire Arnaud. Moi, je suis très inquiète de cette dérive. Pour moi, MeToo MeToo a été un phénomène extraordinairement important qui aura marqué vraiment les dernières années. Mais je pense qu'on est en train, en effet, de passer d'un extrême à l'autre. Et je suis tout à fait d'accord avec Arnaud, où finalement, tout homme pourrait être, entre guillemets, un violeur ou un agresseur en puissance. Moi, je le vois même chez mes élus. Des élus hommes, s'ils ont par exemple besoin de parler, ou la DGS femme ne va plus fermer la porte parce que, bien évidemment, mais de même, directeur de la gestion des services femmes, parce qu'ils veulent parler de la personne qui est juste derrière la porte, mais il va se dire, mais ils vont croire des choses, donc on culpabilise. Et moi, j'aime beaucoup l'évolution de pensée de Caroline Fourest, qui elle-même le dit, alors pas avec ces mots-là, mais qui est une essayiste, qui a beaucoup travaillé sur la laïcité, mais également sur les rapports hommes-femmes. Et au fond, c'est moi qui le dis, et je caricature un peu, certaines féministes aujourd'hui
finirait finalement par nous faire penser que l'hétérosexualité est une sorte de dérive de la nature et qu'au fond, la femme, si elle est en couple hétérosexuel, ne peut être que la victime ou soumise à son mari. Et qu'au fond, l'homme sera toujours le super puissant. C'est bien pour ça que dans la délégation aux droits des femmes, moi je passe mon temps à dire, bien évidemment, parlons bien sûr violence conjugale, violence extrafamiliale, tout ça c'est des sujets majeurs et on a refait quelque chose aussi sur la pornographie, on y reviendra peut-être, mais honnêtement, c'est aussi important de montrer que la femme n'est pas que victime. Et qu'on doit se battre pour les inégalités salariales, pour, merci Jeanne, par exemple, de faire des études en sciences, parce qu'on manque de femmes dans les sciences ou le numérique. C'est important de pouvoir montrer que la femme peut être conquérante. Laure Darcos, vous parlez du mouvement MeToo, mais dans le même temps où l'on entend un petit peu cette parole féministe et ce combat féminisme, il y a également cette parole des hommes, alors qui s'interrogent, ça c'est Arnaud, mais il y a le retour en force d'une réponse réactionnaire au mouvement féministe et violente qu'on appelle le masculinisme et qui visiblement touche beaucoup les 24-35 ans. Est-ce que ce discours masculiniste, Arnaud, notamment chez les plus jeunes, ça vous fait peur ? C'est absolument horrible. On a vu, il y a eu une arrestation, je crois, en Allemagne récemment, d'un activiste, Andrew Tate, je crois, qui prône justement la domination de la femme par l'homme et ce qui est sur un retour en arrière complet en lutte contre le féminisme. Et là, on se dit à quel moment on va remettre le balancier au milieu et à quel moment on va rééquilibrer les choses. On parle de famille. L'important, c'est finalement c'est l'équilibre dans tout ça et c'est l'équilibre dans la relation qu'on peut avoir la femme et l'homme entre nous et c'est ça qui est important et là il y a une dérive totale. Laurence Rossignol, ce retour en fait, du masculinisme, il faut s'en inquiéter, ça fait pas. Parce que le balancier n'est pas encore passé de l'autre côté. Vous le disiez il y a un instant, plus de 130 féminicides déjà depuis le début de l'année 2023. Plus de 30. J'ai quoi 130, oui, parce que j'ai déjà fait le calcul sur l'année. C'est pour ça, pardon. C'est 30 depuis 3 mois, et ce qui en projection donne une année avec un maintien très élevé du nombre de féminicides si ça continue sur ce rythme abominable. Les discriminations quotidiennes que subissent les femmes, tout cela fait qu'on en est encore aujourd'hui... Et comment vous expliquez le masculinisme ? On en est encore aujourd'hui à comprendre quel est le système dans lequel on vit. Comment nous vivons dans une société qui est aussi complaisante qu'elle l'a été depuis des décennies à l'égard des comportements qu'on qualifie de galanterie, mais qui ne sont pas de la galanterie, de bonne humeur française, de tous ces comportements-là qui ont fait que les femmes ont été victimes d'agressions sexuelles, mais qu'en plus, elles ne se sont jamais vécues comme victimes, mais elles ont vécu ça comme étant normal, comme étant leur lot d'être une femme aujourd'hui. Donc le balancier, il est toujours au même endroit. Et en ce moment, on découvre tous les ressorts de ce système patriarcal, on le qualifie comme ça. Et bien sûr, il y a des hommes qui résistent. Il ne faut pas croire que c'est consensuel. Le féminisme n'est pas consensuel. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas consensuelle. Il y a des hommes qui trouvent avantage à la condition masculine dominante, un système de domination. Et du coup, certains hommes n'en voulant pas résistent. Ils résistent, ils s'expriment, ils s'organisent. Par le masculinisme, c'est en réaction. Des mouvements masculinistes, ça passe par des associations de pairs, qu'on voit intervenir dans toute une série d'affaires qui répandent l'idée que les femmes sont des manipulatrices et des menteuses. Ça passe par des mouvements politiques. On a eu pendant l'élection présidentielle, Zemmour a fait sa campagne en assumant l'idée que notre société a besoin d'une organisation hiérarchique entre les hommes et les femmes. Très rapidement, Loïc Hervé, je vous donne la parole avant d'aller retrouver Sarr, qui a beaucoup de choses à nous dire également. Vraiment, sur les modèles qu'on promeut, je crois qu'on a le même âge à peu près. Moi, j'ai 2 filles et un garçon, comme vous. On peut aussi, dans les... non pas stéréotypes, mais dans les exemples qu'on donne, montrer des choses qui se passent bien. Montrer des familles équilibrées, montrer des papas qui vont s'occuper. Vous avez voulu tout à l'heure parler, vous n'avez pas pu aller au bout, mais de l'éducation affective et sexuelle de leurs enfants, qui acceptent, c'est mon cas, peut-être que c'est le vôtre, qui acceptent d'aborder ce sujet-là avec leurs propres enfants, qui acceptent d'aller faire des formations pour qu'il y ait une implication personnelle. Et c'est pas une question d'être progressiste ou pas, parce que moi je ne suis pas spécialement, mais c'est une question simplement
de projection de la société dans laquelle on a envie de vivre. Et donc, elle est forcément une société dans laquelle il y a bien davantage d'égalité qu'il n'y en a aujourd'hui. Et on va élargir, si vous le voulez bien, notre cercle de parole avec Sahar. Vous vivez à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Vous avez 30 ans, vous êtes cadre dans l'audiovisuel, vous êtes féministe et militante active au sein d'un collectif de colleuses. Et on regarde ça en images. Le groupe de collage du 92 s'est formé en 2020. Nous collons en non-mixité choisie, sans hommes cisgenres. La non-mixité est un choix militant que nous avons repris de groupes féministes antérieurs. Coller en non-mixité nous permet de porter une parole étouffée dans notre société. Les collages, feuilles blanches et lettres noires sont des médias d'expression qui nous permettent d'imposer un message, d'interroger les passants et les passantes. Historiquement, les collages dénonçaient les féminicides ainsi que les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, nous faisons le choix de mettre en lumière plus de dynamiques d'oppression. Nous collons contre les LGBT-phobies dans leur ensemble, contre le racisme, en soutien aux personnes handicapées, aux travailleuses du sexe. Nous collons pour une société plus juste. Nous collons pour celles et ceux qui ne sont pas entendus, écoutés et protégés. Sahar, merci pour ce petit clip vidéo que vous nous avez envoyé. Tout d'abord, pour démarrer, vous venez d'entendre Arnaud juste avant vous. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, une réaction? Bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez l'exemple du paquet de bonbons? Est-ce que vous connaissez l'exemple du paquet de bonbons autour de cette table? Raconter. Non, alors on vous écoute. Le paquet de bonbons, je vous tends le paquet de bonbons. 80% des bonbons vont être très bons. Il y a 15% des bonbons qui peuvent vous rendre malade et 5% des bonbons qui peuvent vous tuer. Est-ce que vous piochez tranquillement dans le paquet de bonbons? Laure Darcos? Ben oui, parce que si j'ai envie d'un bonbon, j'essaye et je tente. Eh ben, vous êtes bien audacieuse, moi j'y vais pas. Et c'est un petit peu l'exemple que je reprends quand on me dit not all men. Évidemment, pas tous les hommes, fort heureusement, pas tous les hommes, mais suffisamment pour qu'on ait eu toute peur à un moment de notre vie. Et c'est pour moi le critère déterminant. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes engagé depuis 3 ans dans ce collectif, dans ces actions clandestines, puisque vous collez sur les murs, c'est illégal. Oui, tout à fait. C'est une des raisons, oui. Je pense que tout au long de ma vie, j'ai vu ou j'ai été témoin ou victime de ces dynamiques d'oppression. Et c'est une situation qui est intenable et contre laquelle il est nécessaire de se dresser. Voilà. Dans Je votre ne voulais pas collectif, rester passive. dans votre collectif, vous n'acceptez pas la présence des hommes à vos côtés, vous revendiquez la non-mixité. Pourquoi ce choix? Ce Alors, nous combat, n'acceptons- il peut pas se faire sans les hommes. Ça, je suis d'accord que ce combat ne peut pas se faire sans les hommes. Mais il est important pour nous de cloisonner les espaces. Dans notre collectif, nous n'acceptons pas les hommes cisgenres, nous acceptons les hommes trans, par exemple, transgenres. Lorsque l'on colle son témoignage sur les murs, nous ne souhaitons pas qu'un homme nous dise « Oui, mais la phrase là, elle est un peu violente pour tous les hommes, il faudrait peut-être l'adoucir ». Nous avons envie de porter un message qui est radical, qui dérange certaines fois, on en est conscient et consciente, mais qui nous semble nécessaire. Et c'est un moyen également pour vous et pour votre collectif de se réapproprier cet espace public? Tout à fait. Jeanne parlait de ces dynamiques, de ces réflexes de protection. On en a discuté tout à l'heure, vous en avez discuté. La rue est un espace dangereux. On ne veut pas, parce qu'on est en présence d'hommes cisgenres, être pseudo-protégé. On fait le choix conscient de reprendre la rue par nos actions. Ces dénonciations, ces messages collés sur les murs dans la rue, est-ce qu'ils font changer les choses, ils font évoluer les mentalités? J'en suis persuadée. Lorsque les premiers collages sont apparus sur les murs de Paris, donc aux alentours de 2019, ils mettent en lumière les féminicides. Et de fait, ces actions-là et les actions de plein d'autres groupes militants ont permis de porter un vrai discours sur les féminicides et sur les violences sexistes et sexuelles. Donc oui, en tout cas, j'ai cet espoir-là. Coller n'est pas une fin en soi, coller, c'est un outil. La prise de conscience, oui, mais dans les faits, les choses n'évoluent pas assez vite. On l'a dit avec des chiffres qui parlent encore d'eux-mêmes. Oui, ça c'est le gros sujet. C'est-à-dire qu'on a beau mettre en lumière des problèmes, on ne peut pas seul résoudre ces problèmes de société. Qu'est-ce que vous attendez des sénateurs et des sénatrices, Sahar, qui vous écoutent aujourd'hui? J'attends des outils.
J'attends d'eux de mettre en place des mesures concrètes pour que toutes les dénonciations qui sont faites par des militants et militantes, qu'ils soient féministes ou antiracistes ou pro-LGBT, soient suivies de mesures concrètes. On voit bien que les viols sont très peu condamnés, moins de 1% en France. On a une recrudescence de plein de formes d'agressions, notamment des agressions LGBT-phobes et racistes. Et face à ça, on est des mines. Laure Darcos, les messages qui sont collés par Sarr et d'autres femmes et d'autres collectifs sur les murs qui sont importants? Ah oui, moi je dois dire que bien sûr je les ai vus depuis 2019 et je pense que c'était une prise de conscience, alors là vraiment dans la rue, collective, extrêmement forte. Simplement, Sarr, moi c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure sur un peu la caricature qu'on pourrait faire d'un couple hétérosexuel. C'est qu'en fait, le fait de ne pas avoir d'hommes dans vos groupes, on a l'impression que vous préférez qu'on soit chacun sur chacune de nos rives. Et comme le disait Loïc, hein, je pense que c'est important quand même de pouvoir se parler, ne serait-ce que pour pouvoir, avec votre génération à vous, qui, je pense, quand même, a changé. Ce que disait Laurence tout à l'heure, sur les choses qui paraissaient normales, je ne dis pas que c'est notre génération qui l'ont vécu, j'ai l'impression... Enfin, je suis peut-être une optimiste invétérée, mais vous, que la vous génération... piochez dans le paquet de bonbons, déjà. Moi, je pense... Alors oui, mais je pourrais dire, en fait, si je trouve que le goût est pas bon, je vais le cracher tout de suite. Mais ça n'empêche que j'ai subi, moi aussi, des agressions sexuelles et autres. Peut-être que j'avais un tempérament qui fait que j'étais furieuse de m'être fait avoir. Et qu'au fond, j'ai réagi par rapport à ça, en me disant jamais plus, et je leur ferai payer, entre guillemets, en étant moi-même. Et c'est important pour vous de témoigner, d'en parler aussi? Oui, bien sûr, et j'en ai parlé dans ma sphère privée, etc. Mais honnêtement, c'est vrai que je sais que toutes les femmes n'ont pas cette force ou ce côté peut-être homme dominant, vous voyez, je parle homme, en tout cas peut-être plus autoritaire que je ne le suis. Mais ce que je trouve dommage, c'est ça, c'est le fait que ce dialogue et ce que vous faites, vos actions sont importantes et qu'au fond, je pense que votre génération, vous devriez pouvoir continuer à vous parler. Oui, mais en même temps, quand on lit les conclusions du Haut Conseil à l'égalité, on voit que les choses avancent vraiment pas assez. Laurence Rossignol, vous vouliez répondre notamment à ça. Est-ce que aussi vous pouvez comprendre que dans ce collectif, on veuille rester voilà, on ne veuille pas de mixité? Moi, j'ai milité toute ma vie dans des organisations féministes et politiques. Et dans les organisations politiques, dans des groupes non mixtes, enfin des commissions femmes. Bon, ils n'étaient pas écrits non mixtes, mais les hommes ne venaient pas, donc ça revenait absolument au même, ça ne les intéressait pas, donc c'était en fait en non-mixité. Et j'ai milité aussi dans des organisations, et je milite toujours, je suis présidente d'une association féministe, des organisations qui sont de fait entre femmes. Je pense que c'est très important d'avoir des espaces non mixtes, parce que ce qui est très particulier, très spécifique au mécanisme de la domination patriarcale, c'est qu'elle nous demande beaucoup de travail pour la comprendre. J'entendais ce que disait Laure Darcos il y a un instant sur les agressions sexuelles. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie. C'est pas simplement parce que j'ai 25 ans de plus que je me dis aujourd'hui je les accepterai pas parce que je suis de taille à me défendre. C'est parce que ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que ce que j'ai vécu relevait de l'agression sexuelle. Sur l'instant, j'ai pas connu. Je raconte, excusez-moi de la crudité pour les gens, mais les garçons qui nous disaient quand on avait 17 ans ou 20 ans, tu vas pas me laisser comme ça au milieu d'un flirt. Eh bien oui, et qui nous culpabilisaient sous prétexte que ces petits chéris avaient une érection et que les filles avaient le choix entre être des allumeuses qui les laissaient comme ça ou alors leur donner, satisfaire à ce qu'ils attendaient de la suite de l'histoire. Aujourd'hui, je dis qu'une fille dire non au milieu d'un flirt, c'est légitime pour une femme. C'est juste le droit de dire non quand on veut. C'est un droit. Mais c'est très récent que je vois les choses comme ça et que je regarde ma propre histoire en qualifiant d'agression, de domination sexuelle, ce que hier je ne qualifiais pas. Et comment j'y suis arrivée à cette réflexion-là? Parce que des femmes ont écrit, ont parlé entre elles, ont confronté leur expérience. Et on a besoin de ça. Par ailleurs, quand même, la mixité, les hommes... Comment vous dire, moi, je suis élue, je suis militante politique depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. J'ai pas manqué d'hommes dans mon environnement politique, quoi. Franchement, ils parlent tout le ont essayé de m'expliquer ce que c'était que le féminisme. Non, mais globalement, l'espace dit mixte est un espace. Regardez, je crois que Sarah acquiesce et veut réagir. Sarah, on vous écoute. Non, mais c'est vrai, on réinvente pas la roue quand on crée des espaces en non-mixité.
Le MLF l'a fait bien avant nous. Et même lors de la Révolution française, il y avait des groupes en non-mixité. Réellement, on n'invente rien. Je suis plus perplexe sur sont... l'histoire des hommes cisgenres, tout ça. Faudrait quoi Ce sera un autre débat et si vous le voulez bien, Loïc Hervé, je vous promets, je vous donne la parole juste après, mais je voudrais également entendre, c'est vous qui parliez d'éducation justement, parce que les choses elles se passent dès le plus jeune âge et dès l'école maternelle et primaire. Le saviez-vous, dans la plupart des cours d'école, 70% de l'espace est occupé par les petits garçons. Et bien souvent, le terrain de foot occupe une place prépondérante. De plus en plus de collectivités en ont pris conscience et réaménagent ces endroits pour qu'ils deviennent des lieux plus partagés. C'est le cas à Strasbourg notamment. Vous habitez Ourida Kemish, vous êtes maman de 4 filles qui ont aujourd'hui entre 34 et 15 ans. Vous êtes présidente de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'école de l'enseignement public à Strasbourg. Et vous militez pour des cours plus partagés. C'est devenu un combat. Oui, en fait, moi, je pensais que c'était normal pendant des années que le terrain de foot occupe le milieu de la cour, et puis en forte majorité. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était il y a 5 ans, une de mes jumelles voulait faire du foot parce qu'elle en avait envie, tout simplement. Et j'en ai parlé au périscolaire en disant, écoutez, ma fille est intéressée par le foot, est-ce qu'elle pourrait intégrer l'équipe? Enfin, elle peut jouer avec les garçons. Oui, bien sûr, sur le papier, elle a le droit. Bien sûr, les petites filles ont le droit de jouer au foot dans les cours de récréation. Il n'y a pas d'interdit. Par contre, on l'a reléguée soit sur le banc de touche, soit dans les buts. Mais elle ne pouvait pas vraiment taper dans la balle. Et donc, j'en ai parlé au directeur de l'époque, de l'école de ma fille, en disant c'est bizarre, ça occupe quand même beaucoup de place. Du coup, j'ai regardé ça d'un peu plus près. J'ai vu qu'il y avait le terrain de foot au milieu à 70%, effectivement. Et les petites filles étaient dans les petits coins, comme ça, se trouvaient leur petite place, collées à une grille, derrière un arbre. Et je n'ai pas trouvé ça. Je me suis dit, tiens, c'est pas normal tout ça, finalement. Ça parle à tout le monde autour de la table, Ourida. Et alors, du coup, comment on repense, on réaménage ces espaces pour que, justement, les petites filles ne soient pas dans les coins ou vers la grille et les petits garçons prennent la plupart de l'espace? Comment on repense ces endroits-là? En tout cas, nous, à Strasbourg, la municipalité commence quand même à bouger sur le sujet. Donc, il y a 14 à peu près écoles et crèches qui sont réaménagées dans ce sens. Donc, réaménagées, donc il y en a qui ont fait les demi-terrains de foot un petit peu, pas central, mais un peu reculés. Et puis, des jeux collectifs, de la pelouse, de la végétation, des jeux collectifs genre Capla, etc., pour qu'on ait une cour inclusive et non pas exclusive, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'autre versant. On peut laisser un terrain de foot, on peut jouer au foot, mais il faut laisser la place aux filles. Il faut que tout le monde ait sa place dans la cour de récréation. Loïc Hervé, à cet âge-là, dès le plus jeune âge, école maternelle, école primaire, il se joue des choses pour l'avenir. C'est un enjeu important. Ah oui, c'est un enjeu très important, madame. Merci de votre témoignage parce que il y a un élément qui me paraît important. Je ne sais pas si la chose a été pensée, c'est qu'il faut y penser avec les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on passe d'un système, d'une organisation donnée de la cour à une nouvelle organisation donnée de la cour faite par les adultes. Dès 7-8 ans, on peut aller dans des logiques de construction avec les enfants pour que les garçons qui ont envie de jouer entre eux puissent le faire, pour que les filles qui ont envie de jouer entre elles puissent le faire, mais aussi surtout pour que les enfants en général puissent aussi avoir des endroits où en mixité on puisse jouer. L'école d'autrefois, l'école de la Troisième République, elle n'était pas mixte, qu'elle soit publique ou catholique. Elle n'était pas mixte. Il y avait un mur au milieu. Et c'est une bonne chose qu'elle soit mixte aujourd'hui? Je pense que c'est une très bonne chose. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, ça me permet de répondre un petit peu. Moi, c'est une éloge de la mixité. Vous savez, on a une chance à la délégation des droits des femmes du Sénat, c'est que la délégation des droits des femmes du Sénat est une délégation mixte. Les hommes sont peut-être en minorité, mais ils ont le droit de venir. Et ils participent. Et je pense qu'on y vient d'ailleurs pas. On n'est pas assez nombreux. Les hommes à venir dans cette délégation. Écoutez, c'est un appel lancé à vos collègues sénateurs de tous les côtés. Renouvellement très bientôt. Ourida, merci de votre témoignage. C'est bientôt la fin de cette émission. Je voudrais faire un dernier tour de table avec quelques mots de conclusion à chacun. Laurence Rossignol, rapidement, qu'avez-vous retenu de cette quasi-heure d'échange? Est-ce que vous avez été surpris par certaines paroles? Non, ce que je retiens, c'est que les questions féministes sont maintenant des questions qui travaillent toute la société. C'est vraiment un sujet majeur. Je sais que c'est une révolution anthropologique, ce que l'on est en train de vivre actuellement. Toute révolution anthropologique est perturbante pour une société qui, par ailleurs, est déjà perturbée par beaucoup d'autres facteurs. Et je comprends que les hommes se demandent un peu quelle est leur place dans tout ça. Mais je pense que les féministes vont leur expliquer
ce qu'est notre condition. Voilà, la condition des femmes, qu'elle soit sociale, sexuelle, humaine, est devenue un sujet pour tous. Et on a effectivement des hommes à la délégation aux droits des femmes. Je suis pour qu'il y en ait. Il faudrait quand même qu'on y reste majoritaire, les femmes à la délégation aux droits des femmes. Parce que les hommes sont majoritaires quand même dans beaucoup de lieux. C'est entendu. Loïc Hervé, quelques mots de conclusion à l'issue de ces échanges. Qu'est-ce que vous retenez? Non, je trouve que ce sont des sujets qui sont extrêmement importants dans une société française qui va mal et qui mérite qu'on s'interroge collectivement sur les solutions qu'on peut apporter. Alors, comme législateur, mais moi, j'ai pas la religion. On de est la au milieu loi. du chemin, même si la Je pense législation a beaucoup fait ces dernières années. En tout cas, il y a eu une grande cause des femmes. 2018, il y a eu plusieurs choses. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Tous les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, et merci à Public Sénat d'avoir organisé cette émission, donnant la parole à des gens sur le terrain avec une vraie diversité d'opinions, c'est qu'il y a encore des comportements qui, à mes yeux, enfin pas mes yeux, mais qui sont des délits, et des comportements sur lesquels il faut faire intervenir un changement complet de paradigme et parfois l'intervention d'une sanction pénale. Laure Darcos, les mots de la fin sont pour vous. Écoutez, alors j'espère que ça va être une tonalité optimiste. Moi, je crois qu'on est bien sûr complémentaires. Je crois que c'est très important tout ce qu'on vit. Et comme l'a dit Laurence et Loïc, cette jeune génération d'ailleurs nous montre en effet qu'elle se saisissent de ce problème. Et vous, même vous, Arnaud, vous êtes encore un jeune papa. Et c'est important en effet que vous puissiez dialoguer avec vos filles. Donc j'espère qu'on va arriver à ce qu'on reste complémentaires, bien dans la même société, mais qu'en effet, les hommes prennent conscience que ce qui était tolérable il y a encore quelques temps ne le peut absolument plus être aujourd'hui. Avec encore, et on sera tous d'accord là, un combat à mener. Merci à tous d'avoir participé à ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen. Merci à vous trois en plateau et merci aux citoyens et citoyennes pour leur participation à distance, des échanges passionnants, riches en confidences. Merci de votre confiance. Si vous avez manqué une partie de l'émission et que vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Public Sénat, publicsénat.fr. Elle est disponible en replay ainsi que sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue Citoyen. On est aujourd'hui dans une urgence. J'ai pas l'impression qu'il y a la pleine conscience de cette urgence. C'est un débat qui nécessite beaucoup plus d'heures de télé. J'ai trouvé l'émission très utile. J'ai trouvé qu'on avait des sénateurs qui étaient complémentaires. Merci à vous.